L'Halloween s'en vient à grands pas. C'est une des fêtes les plus terrifiantes, les plus adorables pour certains. C'est la fête des bonbons, c'est la fête de l'horreur, c'est la fête des morts. Mon invité, écoute, c'est un artiste maquilleur hors pair dans ce type-là, dans tout ce qui est horreur. C'est le maquilleur de l'horreur, non seulement au Québec, mais en plus, il a fait plusieurs tournages américains également. C'est assez impressionnant, sa carrière. Rémi Couture, si le nom vous dit quelque chose, c'est possible. Ça a fait un peu le tour dans les journaux il y a de ça quelques années. On va aller y parler parce qu'il y a un livre, entre autres, qui va être écrit sur lui, qui est produit par ADA. Salut Rémi, comment ça va? Ouais, salut, ça va bien? Rémi, écoute, comment tu t'intéresses peut-être au monde de l'horreur après ma barre, là, tu sais, je veux dire, avant, tout le métier, là, qu'est-ce qui est venu te chercher vers l'horreur? C'est une passion carrément, là, j'imagine? Ouais, ouais, c'est une passion, mais j'ai tout le temps été dans le milieu artistique. J'ai tout le temps fait de la peinture. J'ai fait du airbrush, de la peinture depuis que je pense que j'ai 15 ans. J'ai acheté mon premier airbrush. Donc, puis j'ai tout le temps été attiré justement à tout ce qui est milieu horreur, le death metal, et ainsi de suite, des films d'horreur depuis ma jeunesse, en fait. Qui t'a introduit à ça? Moi, c'est-tu une cousine, exemple, malveillante qui était censée te garder dans le jeune, puis que finalement, elle t'a initié à ça? C'est-tu tes parents qui tripaient là-dessus? Qu'est-ce qui t'amène vers ce Non, non, genre-là? tu vas rire, mais c'est Michael Jackson. Ah ouais? Ouais, quand j'étais jeune, je pense que j'étais ticu, puis mon père, je pense, nous avait montré les making-of de trailer. Puis, je pense, je sais pas quel âge j'avais, mais en genre 80, je devais avoir 8 ans ou 7 ans, fait que je tripais bien raide. Ça, je sais pas, ça m'a tout le temps fasciné. Freddy, j'avais un poster de Freddy Krueger, je pense que j'avais 11 ans dans ma chambre. Fait que je sais pas, j'ai tout le temps été attiré par ce milieu-là. Ben, plus aussi le niveau artistique, là, tout le travail qui est derrière. C'est bien beau l'horreur, mais il y a un gros travail derrière ça aussi, là, artistique. Comment on devient maquilleur de l'horreur? Parce qu'on s'entend, là, écoute, il n'y a pas un cours qui se donne au cégep là, écrit bon, OK, vous voulez faire du maquillage de films d'horreur, parfait, vous allez de ce côté-là. OK, vous voulez faire du maquillage, exemple, je sais pas moi, comme une cosméticienne dans les pharmacies, vous en allez par là. Écoute, ça marche pas de même. Comment ça marche? Ben, en fait, il y a des écoles privées, Ah une ouais? à Toronto, il y en a en Floride, à Vancouver, des écoles qui sont spécialisées en effets spéciaux. Mais à Montréal, je te dirais que peut-être, mettons, je crois que c'est Interdec qui ont un cours de maquillage et un volet effets spéciaux, mais c'est très basique, là. On n'apprend pas le moulage, etc. On apprend plus à faire des petites cicatrices, des brûlures, des maquillages, des bleus, là, des petits maquillages de base. Mais en fait, c'est ça, il y a pas ça s'apprend pas à l'école, en fait, dans les écoles publiques, là, je parle. Fait que c'est vraiment au privé. Fait que ouais, ça ressemble pas mal à ça. De ton côté, les formations que tu as prises, ça ressemblait à quoi? Parce que là, tu me mentionnes, écoute, il n'y avait pas grand place pour apprendre ça, puis toi, tu es comme devenu un des maîtres dans ton art. Donc, écoute, sais-tu apprendre ça sur le tas? Sais-tu, je sais pas, moi, regarder le nombre de films, puis essayer de. C'est-tu des expertises à gauche à droite que tu es allé prendre? Comment ça s'est passé? Moi, non, ben moi, c'est vraiment autodidacte. Puis Ah ouais? lorsque j'ai travaillé pour un studio, ben là, c'est sûr, j'ai appris beaucoup avec eux. Mais sans ça, j'ai comme exploré, là, je me suis acheté des produits, du silicone, puis j'ai essayé de faire mes moules. Puis, mais c'est sûr que quand j'ai commencé quand même assez tard. J'ai commencé, j'avais quoi, 28 ou 30 ans. Puis, si on descend en 2005, 2006, on s'entend que YouTube, tu sais, il y avait pas vraiment de tutoriel. Puis tout ça, aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus facile parce que c'est super facile de trouver l'accès à l'information, l'accès à plusieurs vidéos là, qui vont te montrer comment faire les choses. Mais moi, c'était vraiment essai-erreur. Je commençais à sculpter, puis je crée mes moules, puis c'est ça, c'est vraiment essai-erreur. C'est un art qui coûte quand même assez cher, je te dirais. Fait qu'au début, tu y vas avec des petits projets avant de te lancer dans des affaires assez plus volumineuses, là, parce que les coûts, justement, c'est un peu l'obstacle à cet art-là. C'est les coûts des matériaux, c'est incroyable, là. Donc, quelqu'un qui veut commencer, puis il est pas trop au courant de comment que les choses se font, il peut facilement gaspiller 2000 pièces puis tout jeter dans les poubelles dans une même fin de semaine. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est. Mais bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à cause des tutoriels, comme je viens de mentionner, là. Mais ouais, moi, je suis pas mal autodidacte, je te dirais. Donc, pour gagner sa vie, là, écoute, là, aujourd'hui, je suis convaincu que tu gagnes très bien ta vie avec ton art, mais écoute, quand tu as commencé, est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, de gagner ta vie dans ce milieu-là? Parce que, écoute, ça va être une passion au début, mais le rêve ultime, c'est de pouvoir faire de cette passion-là un gagne-pain, là. Ouais, c'était pas vraiment un objectif.
d'en faire une carrière, je te dirais. Comme j'avais, parce que si à un moment donné, tu procures mon livre, j'explique vraiment tout de A à Z, comment que j'ai commencé dans le milieu, puis je me suis retrouvé là comme un peu un cheveu dans la soupe, si on veut. Moi, je suis dans le milieu de l'imprimerie, circuit électronique imprimé, puis ça fait j'ai fait mon secondaire 5, puis j'étais allé dans l'imprimerie, puis j'ai resté là comme jusqu'à pas, quand même assez récemment. Puis quand j'ai commencé, c'était vraiment juste hobby. Commencer à explorer le maquillage, puis créer des scénarios, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment comme un hobby. Puis à un moment donné, je commençais à avoir des petits contrats ici et là. Puis je me suis fait arrêter. Je commençais tout juste, je te dirais, je commençais quand même dans ce milieu-là tranquillement quand je me suis fait arrêter. Fait que je dirais que c'est sûr que là, ça a mis en pause un peu mon côté créatif, puis tous mes projets, parce que le stress d'un procès, puis ça a duré quand même 3 ans. Mais par la suite, c'est sûr, ça a donné quand même une grande visibilité. Le fait de passer comme partout dans les émissions, tout le monde en parle, dans à peu près tous les médias. J'ai eu des entrevues à peu près partout aux États-Unis, en Europe. J'ai fait des conférences en Europe. Donc, c'est sûr que ça a apporté une grande visibilité. Puis là, aujourd'hui, je peux te dire, je travaille, ça fait 2-3 ans que je suis à mon compte. Puis, je ne vis que de ça. J'ai lâché l'imprimerie. Que eux, au tout début, quand je commençais mes contrats, ils étaient super, vu que j'ai été des années à la même compagnie, le boss était super compréhensif. Donc, il me laissait aller sur des tournages. Des fois, je partais un mois, je revenais, fait que je reprenais mon poste. Fait que il y a ça aussi qui m'a aidé. J'ai été chanceux quand même, parce que c'est pas tout le monde qui peut mettre mettons, sa job sur hold, le temps d'aller faire autre chose puis de revenir. Fait que moi, c'est sûr que j'ai été chanceux par rapport à ça, ce qui m'a permis aussi d'évoluer à mon propre rythme, sans contrainte financière. Si on revient sur l'histoire du procès, écoute, dernièrement, il y a eu l'histoire d'Yvan Godbout qui finalement a été acquitté. Enfin, il y a eu une raison logique derrière tout ça, mais j'ai comme l'impression de faire ton procès à toi. Et oui, je comprends ce que tu t'en vas, là. Autrement dit, il y a une possibilité quand même que ça allait plus loin. Là. Mais... au 25 si la couronne va pas en appel, on peut dire définitivement que l'histoire est terminée, mais jusqu'au 25 octobre, il y a tout le temps une infime possibilité. Mais ouais, comme tu dis, moi aussi j'ai été surpris quand Yvan s'était arrêté, parce que je croyais que mon procès allait servir un peu comme exemple. OK, regarde, en aucun cas l'art doit être débattu dans les tribunaux. Là. Ça n'a pas sa place. Là. Si on parle d'une question de goût, les tribunaux n'ont pas à trancher ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas, ce qui est de bon goût, ce qui est de mauvais goût. Là. Oui, puis tu sais, écoute, prenons l'histoire d'Yvan Godbout, écoute, des actes d'agression sexuelle ou de pédophilie dans des histoires de films, dans des histoires de livres, écoute, c'est pas nouveau. De ton côté, l'horreur, écoute, tu joues là-dedans. Toi, en réalité, là, ton pire défaut à l'époque, c'est que t'étais juste trop réel. C'est à peu près ça. On t'a accusé parce que t'étais trop réel. Ouais, mais il y a le procès, je te dirais, ça n'a pas joué, c'était pas autour de ça. C'est sûr que ça a été une influence, le réalisme. Mais je pense aussi que c'est des scénarios que je m'ai mis en scène qui étaient assez rudes, qui étaient assez rough, là, comme on dit. C'était pas pour public de tous âges. Mais le gros débat du procès, c'est est-ce que mon art peut contribuer à influencer des gens à commettre des crimes, tu comprends? Donc, tout le procès qui a duré 2 semaines tournait autour de ça, sur l'impact sur la société de montrer des images de cette nature-là. Fait que ça devenait un enjeu social complètement, là. Puis j'ai été un peu comme le bouc émissaire là-dedans, malheureusement. Est-ce que tu as passé proche d'abandonner, justement, à la suite de ce procès-là, ou pendant ce procès-là, de dire, OK, regarde, je vais arrêter, là, écoute, ça donne trop de misère? Ah oui, c'est clair. Surtout la police m'avait appelé à l'époque, puis m'avait dit rends-toi ta comparution sans avocat, plaide coupable. On a fait un deal avec le juge, ils m'ont donné l'absolution. Eux, ils ont comme voulu enterrer la chose, là. Je pense après que ce soit aperçu que ils ont comme été un peu trop forts parce que veut pas, ils ont tout saisi mes ordinateurs et tout. Fait probablement en croyant qu'ils allaient trouver du snuff movies dans mes ordinateurs. Fait qu'après la fouille, puis après, quand ils ont vu qu'il n'y avait absolument rien d'incriminant, ils ont essayé de se racheter, mais c'est sûr que oui, j'y ai quand même pensé parce que je savais que je m'en allais dans une bataille qui allait être quand même assez longue, puis surtout coûteuse.
sur tous les aspects, sur le côté psychologique puis le côté monétaire. Fait que oui, mais en même temps, je pense que c'est un devoir aussi en tant qu'artiste de défendre mon art puis de ne pas se laisser abattre non plus contre des valeurs un peu judéo-chrétiennes du système judiciaire. Cette victoire-là que tu as eue, t'as assurément ouvert des portes. Je sais, entre autres, que Mike Ward, qui fait la préface de ton livre, écoute, une grande admiration pour toi. Puis, tu as travaillé sur des tournages américains, notamment New Musée, The Punisher Warzone, Death Race, The Mummy. Écoute, je veux dire, c'est quand même impressionnant. J'ai le goût de te demander, le tournage que tu as fait, dont tu es le plus fier, peut-être, ou l'artiste que tu as rencontré, que tu as eu la chance de maquiller, que tu étais le plus fier? Tu vas rire, mais c'est Marie Ekel. Ah ouais? Passe-partout. Spécial. Moi, je suis vraiment pas un fan. Je suis pas quand je suis au travail ou ben même dans ma vie, je suis pas un gars qui est fan. Mais Marie Ekel, je sais pas, quand je l'ai maquillée, juste le fait que ça représente de passe-partout toute mon enfance, fait que c'était comme un peu un honneur de la maquiller, puis surtout elle se faisait smasher à la face sur un mur de briques. Fait que c'était comme je suis en train de détruire un peu l'image innocente de mon enfance. Il a scrapé carrément l'image de tout le monde de son enfance. Exactement. Fait que c'est pour ça que je te dis, ben sans ça, tu sais, bon, je travaillais avec ben d'autres comédiens, comédiennes, mais sérieux, Marie Ekel, c'est celle que j'étais à côté, puis ok, je veux vraiment une photo avec toi avec la face avec la face un peu écorchée sur un mur. Mais ouais, c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. C'est quand même violent, par exemple. Je m'attendais genre à ce que tu me dises, je sais pas moi, Jason Statham, ou de quoi, tu sais, des gars que t'as rencontrés qui sont vraiment hot, tu me nommes basse partout qui se fait démolir la face. C'est un peu élevé. Puis, en plus, elle leur conduire chez elle, fait que c'était comme super, c'était comme, je sais pas, c'était comme un grand moment quand même, et surtout en sachant que moi, je suis la génération Passe-Partout, là, fait que Passe-Partout, pour nous, c'était des dieux, là, quand on était jeunes. Mais sinon, ben, j'ai rencontré, mis à part, là, j'ai rencontré Tom Savini quelques fois, puis ça, c'est un des grands maquilleurs aux États-Unis. Puis lui, il était carrément, il appuyait ma cause, puis il était comme un peu horrifié aussi par ce qui se passait. Donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois. C'est sûr que Tom Savini, c'est un incontournable en matière d'effets spéciaux horreur. Il y en a un autre aussi qui, je pense, t'admire profondément. C'est Patrick Sénécal. Et puis, je pense que c'est un peu vice-versa. Je pense que toi aussi, écoute, Patrick Sénécal au Québec, là, c'est dans son type de livre, dans son type d'écriture, écoute, c'est un dieu ou à peu près. Ouais, ses livres, j'ai tous ses romans. Puis, si on parle justement, si on va faire une parenthèse par rapport à la cause de Yvan Godbout, je sais pas si tu as déjà lu le livre Le Vide de Patrick Sénécal, où est-ce qu'il y a carrément une mise un scénario où est-ce que t'as comme un frère puis une sœur qui baissent, puis t'as l'enfant qui est là-dedans, les excréments, whatever. Je te parle les détails, mais c'est juste drôle que comme qu'on a mentionné, des passages comme ça existe dans d'autres livres, mais Patrick Sénécal, c'est sûr que la couronne, s'il avait vu son nom apparaître sur un dossier, sur son bureau, il n'aurait pas en tête, je touche pas à ça, mais vu qu'il a vu un écrivain, Yvan Godbout, qui était pas très connu, ça a été comme plus facile de fesser dessus. Mais pour revenir à Patrick Sénécal, ouais, moi j'admire son travail, puis j'ai eu la chance justement de travailler sur La Reine Rouge, sa web série à l'époque. Puis présentement, je suis sur le tournage d'une nouvelle série de 10 épisodes qui n'est pas tirée d'un livre, c'est carrément 10 épisodes qui sont indépendantes. Là. C'est comme toutes des 10 histoires assez cocasses, je te dirais. Ça fait qu'on va avoir bien du plaisir. On commence le tournage la semaine prochaine. Donc, on va avoir bien du plaisir à tourner ça. Puis, je suis comme, je sais pas, pour moi, c'est tout le temps un plaisir de travailler pour Patrick. En fait, c'est pas vraiment pour Patrick, mais concernant les œuvres de Patrick. Rémi, avant qu'on parle de ton livre, on y vient, mais avant, écoute, j'ai le goût de te demander, c'est quoi pour toi le plus grand plaisir? C'est-tu un zombie, exemple, mettons, de faire un zombie, c'est-tu, je sais pas moi, de faire représenter, je sais pas moi, une femme qui accouche d'un alien, je sais pas, écoute, c'est-tu de mimer un bras coupé en trois, je sais pas. Écoute, c'est quoi le plus grand défi, puis la chose que tu traites le plus? Ben, c'est sûr que lorsque vraiment des éclats de sang, ça me fait triper. Des têtes arrachées, des membres coupés, parce que c'est tout le temps un défi, surtout lorsqu'on veut le voir en temps réel.
quand on voit l'aftermath, OK, on voit pas l'action se passer, donc c'est un peu plus facile, mais lorsqu'on veut voir vraiment, mettons, un tranchage de gorge, ben, ça nécessite une prothèse. Ensuite, des tuyaux qui passent en dessous de la prothèse reliés à une pompe, puis ensuite on active lorsque le mouvement se fait. Puis c'est tout le temps tout ce qui concerne justement du temps réel, là, où est-ce qu'on voit l'action, c'est toujours un gros défi parce que on s'entend que c'est mécanique. Des fois, la pompe arrive, puis le geste s'en sort pas comme il faut. Ou des fois, sur un autre tournage de Renaud Gauthier, j'étais sur Discopath. Le gars, un policier, se faisait comme trancher la gorge ou rentrer un tournevis ou un couteau dans la gorge. Puis moi, j'avais toutes mes pompes, puis le sang, fallait pas qu'il revole trop haut parce que ça allait comme éclabousser toutes les caméras, puis etc. Puis finalement, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu comme trop de pression. La caméra, tout le monde était beurré. Fait que c'est tout le temps c'est tout le temps très, très, très complexe. Mais en même temps, c'est ça qui est super le fun parce que c'est voir l'action, c'est carrément un autre aspect, si on veut. Ça devient beaucoup plus d'ingénierie des fois, dépendamment de l'effet qu'on veut. Donc c'est ça que j'ai le plus de fun. Là. C'est plus demandant, plus stressant parce que quand ça marche pas, ben là, tu fais le plateau de tournage, tout le monde te regarde. Faut que tu refasses un reset si tout le monde est beurré. Si ça marche pas comme il faut, ben là, tu as comme une pression énorme parce que tout le tournage, toute cette scène-là dépend de ton effet spéciaux. Donc, si ça marche, si ça part en couille et ça marche pas bien, ben on s'entend que tu as une légère pression. Mais ouais, c'est le fun. Par exemple, tu as le caméraman qui rentre chez eux le soir, puis il est beurré de sang. Ça tu bien été, il va y avoir le clown là-bas, il a manqué sa job, puis comme j'ai du sang partout sous moi. Ouais, des fois, dépendamment, là, des fois c'est drôle, des fois il y a trop pas drôle. Ton livre qui sera disponible sous peu, écoute, c'est ADA Oui. qui va publier ce livre-là. Ben, comment ça s'est passé? C'est-tu toi qui les as approchés? Eux qui t'ont approché? Bon. Pourquoi décider d'écrire ton histoire? Ben, c'est eux qui m'ont approché. Puis en même temps, c'est sûr que cette histoire-là avait fait couler de l'encre en 2012, parce que mon procès, j'avais été acquitté c'est décembre 2012. Puis ben, il y a beaucoup de gens qui me disaient ah, tu devrais faire un livre, blabla, mais bon, moi j'ai pas le temps, puis j'avais pas comme la tête à ça. Puis ADA m'ont appelé, m'ont approché, m'ont suggéré l'idée. Puis c'est Charles André que lui s'est proposé de prêter sa plume, d'écrire. Dans le fond, on s'est rencontrés plusieurs fois. Il m'a enregistré, j'ai expliqué mon histoire de A à Z. Puis là, à ce moment-là, ben, il a décidé d'écrire à partir de mes dires. Puis ensuite, on s'est passé le dossier, les roughs, quelques fois durant l'été pour que je fasse des corrections, pour que j'ajoute des choses qui me revenaient des fois en tête. Puis j'ai quand même trouvé ça l'expérience intéressante, mais je crois que s'il m'avait pas approché, je crois pas que je l'aurais fait de mon gré. Avec cet ouvrage-là, selon toi, qu'est-ce que ça peut apporter à notre société québécoise? Qu'est-ce que ça peut apporter peut-être comme lecture? Écoute, je sais que des fois, la lecture, c'est encore peut-être difficile chez certains jeunes. Est-ce que tu penses que ça peut amener des jeunes à vouloir lire, des gens qui vont apprendre à peut-être à connaître, puis peut-être même à ajouter une certaine ouverture d'esprit au Québec? Ben, moi, j'ai aucune attente, mais si je peux, c'est comme si je peux réveiller certaines personnes sur ce sujet qui est sensible-là, on aborde la liberté d'expression, la liberté artistique. C'est un sujet qui est quand même sensible pour certaines personnes. Puis en même temps, ben, notre système de justice a fait quelquefois des ratés. Puis c'est bon de le mentionner aussi, parce que les ratés ont quand même des conséquences sur les gens, comme par exemple moi, ça a eu des conséquences, sur Yvan, ça a eu des conséquences. Si ça peut juste contribuer à éduquer certaines personnes, tant mieux, mais sans ça, j'ai comme pas vraiment d'attente. J'ai vraiment pas vraiment réfléchi, en fait. En terminant, Rémi, qu'est-ce qui te reste à accomplir selon toi dans ce milieu-là? Est-ce que tu aimerais, je sais pas, travailler sur un autre film américain? Est-ce que ça serait comment tu vois ton avenir dans ce milieu-là? Ben, moi, je serais pas trop américain. Sérieux, j'ai tous mes contrats sont au Québec, puis j'ai fait quelques fois aussi d'autres contrats pour des films américains, mais je sais pas, j'aime bien le Québec, puis j'aime la dynamique aussi sur les tournages au Québec. Donc, ben, mon avenir, je le vois comme
avoir des contrats à l'infini. Tant que ça me permet d'avoir une vie qui est quand même agréable, parce que c'est un métier on s'entend que c'est un métier qui est pas évident, parce que faut pas que tu comptes les heures que tu donnes, parce que comme c'est plus une passion, ça devient un métier plate. Mais comme moi, je suis encore passionné, puis fait que dans le fond, mon plus grand désir pour l'avenir, c'est que cette passion-là dure encore très, 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 très longtemps. Question bonus. L'Halloween s'en vient. T'es-tu un gars qui se déguise pas mal? Est-ce qu'il y a du monde dans ta famille qui vient de t'achaler en disant déguise-moi, fais-moi costume, maquille-moi de telle façon? C'est la question bonus. On veut savoir ton costume à toi, comment tu te déguises, puis ton environnement, ça a l'air de quoi? Qui te demande quoi? Bon, tu vas trouver ça plate, mais je me maquille pas. Je l'ai fait quelques fois, mais avoir des prothèses sur la face, là, je déteste ça. Je préfère maquiller que me faire maquiller. Mais non, l'Halloween, ça fait des années, je la fête plus réellement. Je vais souvent au festival Spasme de Jarrette dans le temps de l'Halloween pour visionner des courts-métrages d'horreur et de toutes sortes. Mais sans ça, non, j'ai pas je suis là-dedans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc pour moi, l'Halloween, c'est pas non, désolé. Ben écoute, ça prend même une journée de congé quelque part dans l'année. Ouais, carrément. Rémi, un gros merci d'avoir partagé écoute, ton histoire. J'ai hâte de lire ça. Rémi Couture, le maquilleur de l'horreur, qui sera publié bientôt sur ADA. Puis pour ceux qui veulent voir des images, là, Facebook Rémi Couture ou sinon RémiFX.com, ton site web. Wow!